Alors, vous le voyez, c'est devant notre voiture de test, de tournage, puisque pendant 2 jours, Kevin, on a une voiture électrique, qu'on parle à présent d'énergie. C'est le bon plan du jour que tu nous proposes? C'est bien ça, je vous propose de produire soi-même son énergie. Donc en Alsace, on compte 3 possibilités principales qui sont commercialisées pour les particuliers. Il y a tout d'abord l'énergie éolienne, donc c'est produire de l'électricité avec le vent. On trouve aussi les hydroturbines, donc ça c'est une production d'énergie qui se fait par un cours d'eau. Donc évidemment, il faut avoir un cours d'eau près de chez soi. Et la dernière possibilité, c'est celle qui est la plus répandue, puisque l'Alsace est pionnière dans ce domaine, c'est le photovoltaïque, donc les panneaux solaires. On compte plus d'1 millier d'installations déjà en Alsace, donc ça va du petit panneau solaire du particulier de 5 mètres carrés à l'immense parc de 5000 mètres carrés pour une usine par exemple. Alors c'était intéressant à une époque d'en produire. Est-ce toujours le cas aujourd'hui? Alors pour le savoir, j'ai été rencontrer Albert, il est producteur de lait à Diefenbach. Il a installé 1000 mètres carrés de panneaux solaires sur les toits de son exploitation. Ça fait 1 an justement qu'il a posé ces panneaux solaires et il nous fait déjà un premier bilan. Et surtout il nous dit est-ce que ça vaut le coup aujourd'hui d'installer des panneaux solaires. Ce qu'il y a sur les 1000 mètres carrés de toiture, ça représente quand même 600 000 euros. Ce qui m'a motivé, c'est le contrat de rachat, qui à l'époque était quand même très avantageux. Donc un tarif de rachat garanti à 60 centimes sur 20 ans. Il fallait beaucoup de ténacité, c'était compliqué à monter les dossiers. Il fallait aussi, on a appris sur le tas, toutes les différentes techniques. En théorie, c'est remboursé au bout de 6 ou 7 ans. Mais si vous rajoutez donc les intérêts des emprunts, vous rajoutez le renouvellement du matériel, ce qui fait que vous êtes obligé pour sécuriser l'investissement, vous êtes obligé de viser une quinzaine d'années. Si les tarifs ne sont pas assez attractifs, la filière ne pourra plus redémarrer avec de nouveaux projets. C'est une épée de Damoclès qui reprend sur la tête. Et maintenant, de toute façon, les tarifs vont descendre, le prix des panneaux va aussi descendre, donc il faut se trouver dans la bonne fourchette et faire ses propres calculs. Alors en fait, ce qu'il faut préciser, Kevin, c'est qu'il y a encore quelques années, on avait des aides conséquentes pour installer ces panneaux. C'était des aides à l'énergie. Exactement. C'est vrai que pendant 5 ans, tout a été fait pour développer la filière photovoltaïque et toutes les énergies vertes de manière plus générale. Mais en 2010, tout a été supprimé ou presque, c'est-à-dire que les subventions de la part de l'Europe, de la part de la région ont tout simplement été supprimées. L'État a diminué son crédit d'impôt pour toutes les énergies vertes et c'est vrai que le prix de rachat de l'électricité qui est produite par les panneaux solaires a diminué aussi. Avant c'était 60 centimes, maintenant c'est seulement 45 centimes. Certains créent leur propre électricité pour leurs besoins et le surplus était revendu. Aujourd'hui, on gagne moins d'argent, il y a moins de bénéfices à se faire. C'est ça, mais je ne vais pas quand même totalement vous déprimer parce que c'est encore possible de se lancer. Alors maintenant évidemment l'avantage fiscal est moindre. En revanche avant, par exemple pour une installation type de 25 mètres carrés, c'est l'installation la plus classique pour les particuliers, on mettait 6 à 8 ans pour la rentabiliser. Maintenant c'est un peu plus long, ça prend 8 à 10 ans mais c'est encore possible. Et il faut aussi signaler que certaines communes aident leurs habitants à l'installation de panneaux solaires. Autre point qu'on peut aborder, ce sont les différents fournisseurs d'électricité. Voilà, donc en 2008, le secteur de l'électricité s'est un petit peu libéré. Les concurrents sont arrivés avec des nouveaux fournisseurs d'électricité comme Direct Energy, Poweo ou Alterna pour ne citer que. Alors c'est vrai que en comparant, par exemple, j'ai pris la comparaison d'1 an de consommation pour un foyer au centre-ville de Colmar. La facture d'électricité peut varier de 310 à 450 euros. Donc la différence est quand même assez énorme. Et il est vrai que les nouveaux fournisseurs d'énergie sont en moyenne 10% moins chers. Alors c'est bien, c'est pas bien, que choisir? Alors c'est vrai que c'est moins cher mais il y a quand même des défauts puisque les tarifs ne sont pas réglementés chez ces fournisseurs d'énergie. Donc ils peuvent varier un petit peu du jour au lendemain de moins 15 mais aussi à plus 15%. Donc c'est un peu moins stable évidemment. Voilà pour les bons conseils avec Kevin Drouan. Découvrons de suite le développement durable avec cette initiative lancée par Greenpeace, un guide à l'adresse des consommateurs pour savoir s'il y a des OGM ou pas dans certains produits. Regardez. EDF, sa filiale ES et la région Alsace vous présentent la Minute du développement durable. Un guide de consommation des produits avec ou sans OGM, c'est l'innovation du groupe local de Greenpeace à Strasbourg. Plus d'une centaine de produits sont référencés dans ce livret de 26 pages en fonction de leur traçabilité en OGM. La législation européenne oblige déjà l'étiquetage de certains produits bruts comme l'huile, le maïs ou la farine. Le guide Greenpeace, lui, va plus loin avec l'alimentation d'origine animale comme les œufs, le fromage ou la viande. Ce guide alsacien des produits avec ou sans OGM permet de compléter en fait cette réglementation pour donner une information supplémentaire aux consommateurs et d'avoir la possibilité de faire un choix
lorsqu'il fait son marché, ses courses. S'il veut exclure de son alimentation les OGM, il aura ainsi la possibilité de savoir si un produit qu'il achète comporte ou pas un ingrédient issu d'un animal nourri ou pas avec des OGM. Depuis 2007, en fait, on a envoyé un questionnaire à l'ensemble des producteurs alsaciens. On leur a demandé en fait de nous donner la garantie de savoir s'ils avaient exclu ou pas dans leur production les OGM. Certains nous ont répondu que oui, ils avaient une traçabilité, que cela avait été exclu de leur production, donc on les a classés en vert. Certains ne nous ont pas répondu, on les a donc classés en rouge. Certains nous ont répondu qu'ils pourraient prochainement avoir une traçabilité, s'investir dans cette démarche, donc on les a classés en orange. Orange, c'est justement la couleur de l'étiquette à coller au Münster, le fromage alsacien par excellence. Une meilleure note que l'année dernière où le guide Greenpeace France l'avait classé rouge. Oui, les vaches de la vallée de Münster sont parfois nourries avec des OGM, mais cela ne représenterait qu'une infime partie de leur alimentation. Les vaches mangent essentiellement du foin et de l'herbe. Il y a une toute petite partie d'aliments complémentaires. Cette petite partie d'aliments complémentaires est essentiellement composée de céréales. Et il se peut qu'il y ait des tourteaux de soja, ce qui représente 1% 1 ou 2% de l'alimentation animale. Et c'est de ceci que nous parlons comme pouvant contenir des OGM. La vache produit du lait, le lait est transformé en fromage et il n'y a aucun OGM qui est transposé dans le produit final qui est le fromage Münster ou Münster Jérômé. Et ceci c'est prouvé par des études de l'INRA. Le syndicat du Münster réfléchit aujourd'hui à des pistes pour éliminer toute trace d'OGM dans sa production. Il faut croire que cela importe le consommateur. 72% des Français souhaiteraient pouvoir se nourrir sans OGM.